Chers amis philosophes, bonjour, bienvenue dans cette série de podcasts Les clés de la philosophie. Je m'appelle Jérôme Ravenet et je partage avec vous des conseils et une réflexion sur les clés utiles pour entrer en philosophie à travers les exercices académiques de la philosophie, la dissertation et l'explication de textes autour des auteurs du programme officiel des examens et concours du secondaire et du supérieur. Bien, chers amis auditeurs, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler du concept du génie et de son pendant, celui de l'ingénieur. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour parler d'art et de technique autour d'une distinction qui est relativement classique puisque vous trouverez dans vos manuels déjà et dans les annales du baccalauréat un certain nombre de sujets relatifs à la question du génie. Bien, alors comme vous l'entendez, ces deux mots, le génie et l'ingénieur, renvoient à la même racine latine. Le génie, genius, en latin, c'est l'esprit, le souffle divin qui préside à la destinée de chaque individu. Le génie est plus qu'un artiste, de même que l'ingénieur est plus qu'un artisan. Alors, voyons un petit peu chez Platon, chez Kant, pour le génie, voyons un petit peu chez Descartes, pour la figure de l'ingénieur, ce que ces notions peuvent bien avoir de particulier. Comment elles s'opposent ? D'abord, soulignons que pour Kant, le génie n'opère pas sur la base de concepts. Il n'y a pas de méthode pour être un génie ou pour devenir génial. Et ça, c'est une opposition tout à fait fondamentale avec la figure de l'ingénieur. L'ingénieur, lui, procède selon une méthode. Il procède selon des règles rationnelles. Et il suffit pour le mémoriser de se souvenir que Descartes est bien l'auteur du discours de la méthode. Se souvenir que la figure de génie que Kant décrit au paragraphe 46 de la critique de la faculté de juger, le génie est un moyen. Il est un moyen dont se sert la nature. Il est celui par le moyen duquel, celui par les dispositions duquel la nature confère ses règles à l'art. Là, il y a quelque chose de tout à fait particulier et qu'on peut aussi opposer à la figure de l'ingénieur telle que Descartes la développe. En effet, ce qui caractérise l'ingénieur chez Descartes, c'est qu'il domine la nature. Ce n'est pas la nature qui se sert de lui, c'est lui qui se sert de la nature, qui l'exploite, qui la maîtrise. Souvenons-nous de la célèbre formule selon laquelle il s'agit de nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature, pour Descartes. Alors on peut dire en quelque sorte que le génie chez Kant n'imite pas la nature, il l'invente, il crée de nouvelles règles. Il n'imite pas, mais il est imité. En revanche, on peut dire que l'ingénieur, selon Descartes, imite la nature, bien qu'on ne trouve pas ce verbe sous la plume de Descartes, puisque Descartes considère que l'ingénieur est celui qui, au moyen d'une représentation mécaniste du monde, va inventer toutes sortes d'objets et de machines qui imitent, en quelque sorte, les poulies, les rouages, les pistons, dont la nature est faite, certes de manière beaucoup plus fine, subtile et complexe que les machines qu'inventent les hommes, ou plutôt les machines que produisent les hommes, les ingénieurs, en imitant la nature. Donc une distinction supplémentaire autour de ce concept d'imitation. Le génie n'imite pas la nature, l'ingénieur l'imite. Là, il est important de préciser le rapport précis que le génie et l'ingénieur entretiennent avec la nature. Comme nous l'avons dit, pour Descartes, l'ingénieur est celui qui domine la nature. Cette nature est elle-même comprise, donc, comme je le disais à l'instant, comme un mécanisme plus ou moins aveugle. Je cite Descartes, « Il ne s'agit point de quelque déesse ou de quelque autre puissance
imaginaire, mais la matière même des éléments physiques du monde. Voilà en quoi consiste la nature pour Descartes, des mécanismes de force agissant sur des atomes, bien que Descartes n'emploie pas ce terme d'atome, il parle d'éléments physiques du monde. Il fait référence au feu, à l'eau, à l'air, à la terre, aux éléments qui composent la matière du monde. On va au contraire trouver chez Kant cette définition de la nature comme l'existence des choses en tant que déterminées suivant des lois universelles. Voilà ce que Kant nous dit de la nature, définie comme nature dans les prolégomènes. Et le génie est celui qui dévoile ou qui révèle, nous révèle en quelque sorte quelque chose des lois d'après lesquelles fonctionne cette nature. Il en révèle l'harmonie. L'artiste en révèle en quelque sorte l'harmonie ou la finalité, car tout se passe comme si la nature poursuivait une fin. Alors, le génie chez Kant est donc très différent du génie tel que l'avait pensé, puisque chez Platon, le génie était pensé comme une espèce de fou divin, animé par une folie divine. C'est une idée que vous trouvez dans Ion, I-O-N, ou dans le Phèdre, l'idée que le génie est possédé en quelque sorte par ce que Platon appelait la mania, par une impulsion divine. Chez Kant, le génie est simplement une disposition d'esprit non rationnelle, mais qui n'est pas caractérisée comme une folie. Si c'était le cas, l'artiste ne serait pas véritablement libre. Or, Kant insiste au paragraphe 43 de la critique de la faculté de juger pour souligner le fait que l'artiste est libre. L'art véritable est libre. Bien, j'espère que ces quelques éléments de réflexion sur le génie chez Kant, chez Platon, et sur la figure de l'ingénieur telle que l'ébauche Descartes dans son œuvre, ces éléments de réflexion peuvent vous mettre sur des rails et éventuellement être utiles à l'approfondissement de ces notions. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler encore de technique. À très bientôt.